jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 € en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais je veux dire aussi un petit peu intimidé par la force du moment. Je ne sais pas si je vais avoir exactement les mots à poser sur ce qui vient de se produire, sur ce qui vient de se conclure il y a quelques minutes. L'Inter Milan est en finale de Ligue des Champions et c'est un moment extraordinaire. Pas forcément pour les rebondissements, le scénario, ce qu'on a vu vraiment se dérouler sur la pelouse par rapport par exemple à la saison passée où on a eu tellement de rebondissements. C'est pas vraiment ça l'histoire de ce match, mais l'Inter est en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire au XXIe siècle. 6e finale de Coupe d'Europe de C1 de son histoire tout court pour un aussi grand club, c'est pas tant que ça. Et contre son rival, contre son ennemi juré, première fois que l'Inter de son histoire remporte un Euro-derby. Moi voilà, moi je suis ni supporter de l'Inter, ni supporter de l'AC Milan. Je me place simplement du point de vue d'un habitant de cette ville, et du coup en l'occurrence un Nerazzurro, qui a vu son équipe, son club de cœur, perdre en 2003, perdre en 2005. Ces soirées, c'est des cauchemars, l'épouvante, des cicatrices à jamais. Là, il y a un moment d'histoire, un moment de joie indescriptible, quelque chose à accrocher sur tous les murs, à garder dans ses souvenirs pour l'éternité. Et ouais, c'est très fort, on l'a vu, franchement, il y avait une ambiance de malade à San Siro. C'est dur de ressentir exactement ce que ces gars-là doivent ressentir, mais ce qu'on va dire, l'Inter l'a fait, l'Inter est en finale, Lautaro Martinez, buteur à la 74e minute, un but quasiment anecdotique, parce qu'à l'aller, le travail a été fait, je trouve que l'Inter était nettement au-dessus, il y a quasiment pas eu match sur 180 minutes, nettement au-dessus, dès les 10 premières minutes des 180. Il menait 2-0, cet AC Milan de Rafael Leao qui faisait son retour, n'a pas su s'opposer, n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Et pour Simone Inzaghi, c'est un autre gros coup tactique en Coupe d'Europe, dans un match de coupe. L'Inter Milan va disputer une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe d'Italie contre la Fio dans quelques jours. C'est une saison qui prend une tournure assez extraordinaire, à l'inverse bien sûr de celle de l'AC Milan de Pioli, qui a atteint les demi-finales de Ligue des Champions, c'est tout le paradoxe de leur saison, a atteint les demi-finales de Ligue des Champions pour leur retour dans cette compétition qu'ils ont tellement marqué de leur empreinte, cet ADN Ligue des Champions qu'ils ont, et pourtant, on ne sait pas quand est-ce qu'on les reverra à ce stade. Dans cette compétition, peut-être pas la saison prochaine, parce que c'est très mal embarqué en Serie A, à moins que la Juve reprenne ses points de pénalité. En tout cas, c'est un petit naufrage pour l'AC Milan, une joie extraordinaire pour l'Inter. On va analyser ça, on va se passer toutes les images. Avant, je peux dire quand même que le prono était bon. Victoire de l'Inter au match retour, comme ce que j'avais dit pour le match aller, pour le coup. Ça s'est confirmé, et en plus avec le petit but de Lautaro Martinez. Bon, je voyais 2-1, je voyais quand même l'AC Milan marquer, mais on n'est pas trop loin du compte, et surtout c'est pas extrêmement important, mais pour voilà, ça passe pas si souvent, donc quand ça passe, il faut le dire. Bref, l'Inter positionné en 3-5-2 comme d'habitude, organisé en 3-5-2 avec le même 11 qu'à l'aller, je pense le même 11 qu'on verra en finale, peut-être petite alerte sur Mkhitaryan qui est sorti sur blessure juste avant la mi-temps, donc bon, ça à voir. Est-ce qu'il sera rétabli d'ici là? Mais sinon voilà, Bastoni, Acerbi, Darmian, très bien, Onana, Dumfries, Di Marco sur les côtés, les pistons, Dzeko, Lautaro, encore une fois, qui ont été très bons. Franchement, pas grand chose à dire sur cet Inter, c'est plus l'AC Milan et son dispositif, sa composition qui m'interpellait. Le retour de Rafael Leao, forcément, ça s'annonçait comme étant une des clés du match. On va en parler assez longuement, mais dès le début, moi je suis assez inquiet pour cette équipe, comme ce que je disais dans la preview, le prono, par l'absence d'Ismaël Bennacer. Alors j'ai appris, je crois, hier ou en début de journée, que 6 mois d'absence, arthroscopie du genou, donc même sur la saison prochaine, ça va avoir des répercussions. Mais Brahim en tant que 10, ça me plaît pas trop, et Junior Messias titulaire, ça je n'ai pas envie d'être méchant ou de l'incriminer, mais il est très loin du niveau demi-finale de Ligue des Champions. On l'a vu encore ce soir, il n'a pas été peut-être le pire, mais il n'a pas été bon. Et c'était très difficile, je pense, pour l'AC Milan d'exister dans cette double confrontation avec ce 11, avec la faible qualité de ce 11. Sur le banc, c'était normal, pas bien mieux, et il n'y a pas vraiment eu de changements qui ont apporté de l'impact. Thio, pour le coup, à la place de Kerr, c'était plutôt bien senti, mais voilà, pas suffisant pour passer dans un match où tu devais remonter 2 buts. Et c'est là-dessus que j'attendais à l'AC Milan dès le départ, avec quand même un jeu d'équilibriste pas évident.
Comment est-ce que tu enflammes ce match? Parce que c'est ça qu'il fallait faire, enflammer ce match, le prendre par les cornes et tout de suite, faire douter l'Inter, un petit peu comme ce que l'Inter avait fait au match aller. Au bout de 10 minutes, il menait 2-0, ça aurait pu être 3-0 au bout d'un quart d'heure. Comment est-ce que tu enflammes ce match et tu te mets dans la disposition, tu te mets dans la configuration mentale d'un retour, d'un comeback, sans te mettre trop en danger et encaisser un but rapidement qui te tue, qui met fin à la double confrontation très vite. Ce jeu d'équilibriste, comment est-ce qu'il allait être trouvé? Il ne l'a pas été et j'ai trouvé un AC Milan faible dès le départ. Cette relance de Théo Hernandez, tout de suite captée. Il me semble que c'est par Çalhanoğlu. Encore une fois, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, ça a très bien marché cet entrejeu. C'est un aspirateur à ballon et avec, c'est pas mal non plus. Rafael Leao, je crois qu'il touche son premier ballon à la 6e minute de jeu. Il me semble que c'est son premier ballon et il se fait manger par Dumfries. Pour son entrée dans le match, elle est tout de suite ratée. Dumfries qui bondit sur lui et qui en plus va gratter la faute que doit faire Rafael Leao. Il aurait même pu prendre un jaune là-dessus. Ce qui m'a intéressé par rapport à l'Inter, c'était par rapport à ce qu'on dit depuis un moment sur l'Inter, quelle approche sans ballon. Est-ce que ça allait être un pressing très haut dans la moitié? On a vu sur les deux centraux, Tomori et Thio, on a vu Dzeko, on a vu Lautaro Martinez cadrer, empêcher la relance. On a vu Mkhitaryan ici monter pour prendre Krunic, Tonali était plus haut. Et moi, ce qui m'intéressait du coup, c'est à quel point est-ce que les pistons allaient être hauts. Et ils n'ont pas été si hauts que ça. Par exemple, Maignan, là, il récupère, il écarte sur Calabria ici. Pardon, hop, Calabria là. Mais Di Marco n'a pas suivi. On voit Calabria se mettre dans le sens du jeu. Il y a de l'espace devant. Et regardez Mkhitaryan ici. Il va parler à Di Marco et il va faire allez, monte, soit au contact, ligne médiane, voire un peu plus haut. Du coup, cette pression de l'Inter, je pense, par exemple là, elle est battue, donc les 3 gars qu'on a vus initialement doivent se replier. Mais je pense, dès le départ, le plan de jeu d'Inzaghi, c'était pression, mais pas trop quand même. Regardez la position de Di Marco. Il est resté ici, aux côtés de Junior Messias. Et je pense que là, on a vu un petit peu l'état de ce match. À 0-2, l'Inter, la charge n'était pas à eux de prendre des risques, d'ouvrir des espaces. Et il me semble que la menace Rafael Leao, le danger Rafael Leao, faisait que l'Inter était positionné nettement plus bas dans son approche sans ballon, notamment sur les potentielles phases de pression, nettement plus bas, surtout au niveau de ses pistons, qu'au match aller, ou que sur des matchs précédents. Et du coup, je trouve que ça a plutôt bien marché, parce que l'AC Milan a très rarement réussi à attaquer le grand espace, ce qui est ce que tu cherches à faire avec Rafael Leao. Typiquement, le Naples, on s'en souvient au tour précédent, s'était mis en difficulté à cause de ça. L'AC Milan a mal ou pas eu des possibilités d'attaquer le grand espace, de mettre Rafael Leao dans les bonnes configurations. Et l'Inter derrière, c'était très solide. En 180 minutes, 0 but encaissé. 180 minutes, 0 but encaissé. Je crois sur la seconde mi-temps, 0 tir cadré pour l'AC Milan. Un bilan statistique famélique. Et parce que la protection de surface est très bonne, parce qu'ils peuvent se positionner dans ce dernier tiers, attendre et être bons. Alors, il y a une situation, par contre, peut-être ça peut être un tournant du match. Tonali prend bien le dessus sur Mkhitaryan, une des rares fois où ça se produit. Très bonne percée de sa part. Centre en retrait. Brahim Diaz, point de penalty. Stoppé par Onana, mais surtout parce que la reprise est pas bonne. Alors, est-ce que si ça va au fond, c'est retoqué? Parce qu'il me semble y avoir faute quand même sur Barella à la base. On voit les joueurs de l'Inter se précipiter sur Clément Turpin, qui a eu des décisions assez contestables, j'ai trouvé surtout sur la première mi-temps. Je pense que la VAR serait revenue dessus, donc c'est pas une si grosse occasion que ça, parce que Barella, il touche le ballon en premier, et derrière, Théo balance sa jambe, il va toucher le ballon, mais il emporte tout. En fait, il emporte aussi le pied droit de Barella, et derrière Barella, hop, s'écroule. Voilà, il y a contact avec le ballon, mais il y a aussi contact avec la jambe. Barella l'a touché en premier, je pense. La VAR serait revenue dessus. Et voilà, Lautaro lui dit, Turpin, c'est la 3e fois déjà qu'il y a un contact litigieux qui ne va pas en notre sens. Et c'est vrai que beaucoup de contacts qui étaient laissés. À la rigueur, pourquoi pas, mais je trouvais que l'Inter pouvait se plaindre un petit peu du sens dans lequel ces décisions de tournaient. Sinon, dans l'ensemble, l'Inter qui attaquait très bien les grands espaces, la verticalité, ils sont super forts là-dessus, mais vraiment, j'aime beaucoup à quel point ils sont tranchants, mordants à la récupération, et quelque part, ils optimisent au maximum le temps qu'ils passent en possession, ils le rentabilisent au maximum, ils ne veulent pas passer beaucoup de temps avec ballon. Idéalement, 3-4 mouvements, 2-3 passes, et on a une opportunité de finir dans le dernier tiers. Comme ça, on se protège aussi. On ne laisse pas trop d'espace, nous, dans notre dos. Et on attaque de manière avec des combinaisons de joueurs assez réduites. Parfois, juste à 3 joueurs. Et là, en l'occurrence, Lautaro Martinez tient très bien le ballon. Et derrière, il accélère.
Il a été très bon même avant son but, comme au match aller. Franchement, je trouvais 180 minutes de Lautaro Martinez d'un très très haut niveau. Enfin, pas 180 parce qu'il sort un petit peu avant la fin là. Peut-être au match aller aussi, mais je veux dire une double confrontation de Lautaro très très haut niveau, j'ai trouvé. Bah, du coup, c'est peut-être un de ses plus grands moments de l'histoire avec le maillot de l'Inter, même s'il y a ce titre, pas l'année dernière, il y a 2 ans, mais là, tu emmènes ton club en finale de Ligue des Champions. C'est un gros moment, c'est ces soirées de mai qui créent des héros, c'est ça. Quand je parle du poids de l'histoire là en début de vidéo, c'est ça, ces soirées-là, il faut réussir à les cerner, à les appréhender parce qu'elles créent des mythes, elles créent des héros. Et Lautaro, on va en reparler très très vite, mais ouais, je pense que son statut, son rang dans l'histoire de l'Inter est en partie assuré. Et on n'imagine même pas ce qui se passerait si le 10 juin il y avait un dénouement heureux. Bref, ici, un ballon gagné, une faute gagnée, et quand tu es l'Inter et que tu réussis à faire courir Tonali vers son but de cette manière, je pense que tu te mets dans une très très bonne disposition pour gagner cette double confrontation. Encore une fois, là on le voit, sur la transition, sur la récupération, l'Inter très vertical, très tranchant. Je trouve que ce qu'ils font bien, c'est cette petite contrôle du tempo. Ce contrôle du tempo, parfois, il donne l'impression de ralentir légèrement, mais en fait, c'est très trompeur. Ils ralentissent légèrement, Barella, ok, une passe un petit peu plus contrôlée. Dumfries, il donne l'impression qu'il va ralentir, et en fait, non. Hop, parce qu'il y a eu la projection ici, il me semble, de Çalhanoğlu ou de Mkhitaryan, j'arrive pas trop à voir, mais je dirais Çalhanoğlu. Et bah, petit ballon de Dumfries dans cet intervalle. L'AC Milan n'a pas réussi à se replier en nombre. Dzeko et Lautaro ont fait le travail de fixation. Encore une fois, ça on en parle depuis des semaines et des semaines maintenant. C'était aussi le cas contre Benfica. La position des joueurs offensifs des avants, autre côté. Pas côté ballon, l'autre côté du ballon. Pour laisser de l'espace pour combiner côté ballon. Pour attirer et fixer des défenseurs. Je trouve l'Inter manipule très très bien ces espaces-là et ça joue super bien en foot. Franchement, c'est une équipe kiffante à voir. C'était Mkhitaryan, pardon, c'était pas Çalhanoğlu. Et ici derrière, enchaînement, encore une fois, petite passe, Dzeko qui s'est proposé, ça revient, frappe, elle est contrée par Théo Hernandez. Mais très bon mouvement, encore une fois là, Dumfries que j'ai trouvé bon, Barella que j'ai trouvé très bon, qui va jouer sur Dzeko. Et ça c'est l'Inter, ça c'est les combinaisons à 3 avec 3 hommes seulement, 3 gars. Est-ce qu'on fait la liaison? Je sais pas, je suis fatigué, mais 3 gars seulement. Et en mobilisant un faible nombre de ressources, tu t'exposes un petit peu moins en cas de perte. Je trouve que c'est encore une fois très très bien fait. Et derrière, il va y avoir un ballon intéressant pour Dumfries qui est lancé dans le dos de Théo Hernandez, qui va centrer second poteau. C'est coupé par Thio, qui a fait plutôt un bon match avant de sortir. Voilà. Encore une fois, là, on le voit, Bastoni, quand je dis rentabiliser le temps passé avec ballon, vraiment, si on peut jouer vertical, si on peut jouer vers l'avant, chercher des zones plus que des joueurs, on le fait. Parce que si on n'a pas trop le ballon dans notre moitié, il n'y a pas de risque qu'on se fasse contre-presser et qu'on perde des ballons dangereux. Je trouve l'Inter a perdu aucun ballon dangereux. Je trouve aussi que sur la mentalité, voilà, on a parlé un petit peu tactique, on va parler un petit peu mentalité. Et j'ai vu un Inter beaucoup plus combatif, beaucoup plus courageux, la bravoure. Et je trouve des gars qui étaient prêts pour ce rendez-vous. Prêts pour ce rendez-vous demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être des gars qui ont aussi pris un petit ascendant psychologique sur leur adversaire avec les victoires en Serie A et en Supercoupe d'Italie sur les derniers mois de début 2023. Il me semble que c'était en janvier et en février, Arabie Saoudite et Serie A, 3-0, 1-0. Voilà, c'est finalement le 4e succès consécutif de l'Inter contre l'AC Milan, si je ne me trompe pas du coup, le 4e succès consécutif en 2023, sans encaisser de but. Je veux dire, ils sont totalement rentrés dans la tête de ces gars-là. L'ascendant psychologique, il est énorme et je pense que ça se voit. On l'a vu mentalement. J'ai vu un AC Milan très emprunté, très emprunté. Le positionnement, la position de Rafael Leao et son incapacité à être trouvé face au jeu ou dans les grands espaces, les deux configurations dans lesquelles il peut le plus exprimer ses qualités, c'est à mettre au crédit du plan de jeu de l'Inter, du plan de jeu d'Inzaghi. Regardez où il est, Rafael Leao, entre 3 gars, souvent comme ça, entre 3 gars dans le triangle des Bermudes, ce qui fait que quand Tomori essaye de le trouver dans le demi-espace, c'est forcément avec des passes très forcées, c'est avec du jeu très forcé, et qui a très peu de chances d'aboutir, cette passe, ok, pourquoi pas, mais c'est très difficile, et ça va pas marcher. Il est contenu dans cet intervalle, il peut pas pousser davantage, ça va sortir en 6 mètres. Et voilà, Inzaghi dit tranquille, c'est bien maîtrisé. L'Inter sans ballon, c'était extrêmement bien maîtrisé. Même le jeu de liaison intérieure de Rafael Leao, comme ici, coupé par Lautaro Martinez, a été neutralisé.
il a été vraiment, vraiment verrouillé. Je trouvais que Rafael Leao, il fait un de ses pires matchs de la saison. Je pense, comme on disait dans la preview, physiquement, il n'était pas vraiment, vraiment à la hauteur de ce match. Et sans doute que la charge était un petit peu trop lourde pour ses épaules. On lui en demande beaucoup, quasiment de prendre à son compte toute l'animation offensive de cette équipe face à un bloc bas et une équipe qui défend très très bien. Ça allait forcément être difficile et ça l'a été. Mais voilà, le ballon il est coupé. L'Inter est dans de bonnes dispositions. Il y a cette occasion quand même pour Rafael Leao. Il prend le dessus sur Acerbi et ça frappe là à 0-0 qui effleure le montant d'Onana. Peut-être que ça aussi c'est un tournant du match, mine de rien. Il y a eu deux grosses occasions, celle de Brahim Diaz et celle-ci de Rafael Leao en première mi-temps. Mais je pense encore une fois, comme pour celle de Brahim Diaz, que si elle va au fond, je pense la VAR revient dessus. Parce qu'il me semble qu'il y a une petite faute sur Darmian là, les deux bras, ce qui déséquilibre pas mal, qui fait tomber Darmian. Et ensuite, contrôle du bras droit de Rafael Leao. Ouais, je pense que si ça va au fond, ça aurait été annulé aussi. Donc voilà, finalement, est-ce que tu le comptes vraiment comme des occasions ? C'est un truc, je pense que l'Inter a plutôt bien managé le match aussi parce qu'on parlait de l'exploitation des transitions, la verticalité. Au fur et à mesure, ils sont un petit peu revenus sur cette idée de rentabiliser au maximum leur temps. Ou en tout cas, ils l'ont rentabilisé d'une autre manière, c'est qu'ils ont été un petit peu plus conservateurs. Un peu plus conservateurs dans leur approche. Ok, quand on réussit à transitionner de manière intéressante, bah, si on peut revenir derrière, contrôler, tranquille. Dans 3 minutes, c'est la mi-temps. Et après, il reste plus que 45 minutes, plus qu'un quart temps de cette double confrontation et on est en finale. J'ai trouvé qu'il y a eu de plus en plus de métiers et de plus en plus de contrôle du tempo. Une équipe qui a vraiment bien managé ce match. Et voilà, on le voit ici, transition, mais bon, tranquille. On a la qualité pour s'en sortir aussi. L'AC Milan presse pas très bien, encore moins sans Bennacer en numéro 10 pour venir un peu mettre la pression sur un 6. Mais en plus, on l'avait vu, même au match aller, ce trio du milieu de terrain de l'Inter s'en sort très bien. Il y aurait eu aussi peut-être un tournant du match, c'est peut-être celui-ci sur cette décision un peu non-sens de Clément Turpin qui siffle une main de Giroud alors qu'il n'y a absolument pas main, c'est déviation de la tête. Et derrière, Brahim Diaz, il met le pied en premier sur le ballon. Je ne sais pas s'il y a faute, c'est dur à dire vraiment sur le ralenti, je crois que de toute manière ça aurait été extérieur de surface, mais bon, même s'il y a faute, ça aurait été un coup franc dangereux si on avait donné faute. Et Çalhanoğlu, en fait, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être faute, c'est que même si je ne vois pas un gros contact, Çalhanoğlu, il touche pas le ballon, et pourtant, à la fin, il fait cette grimace. Donc, il a vraisemblablement touché quelque chose avec son pied. Si c'est pas le ballon et s'il n'a pas du tout touché le ballon de l'action, bon, forcément, ça veut dire qu'il a touché Brahim Diaz et il a fait faute, non ? Dur à dire, mais ouais, peut-être ça aurait pu être un petit tournant pour l'AC Milan. Dans l'ensemble, j'ai trouvé l'arbitrage sur cette première mi-temps pas le plus mauvais du monde sur certains trucs, mais quand même, il y a eu des contacts, c'était un petit peu litigieux. Et je pense qu'il y aurait eu besoin de la VAR s'il y avait eu quelques buts inscrits, ce qui n'est pas un très très bon signe pour les décisions prises sur le terrain. En tout cas, on arrive à la mi-temps à 0-0. Un match plutôt bien contrôlé et maîtrisé par l'Inter. Théo Hernandez, je l'ai trouvé assez décevant. On a souligné quelques erreurs en première. Là, en seconde, dès le début de la seconde, sur des tentatives de jeu intérieur, de percée, même si c'est très très bien couvert par cette prise à deux, Çalhanoğlu-Barella, bah, l'Inter récupère et derrière un bon ballon de transition à exploiter. Voilà, là-dessus, ils peuvent faire mal. L'Inter a très très bien coupé ses espaces. Là aussi, il y a peut-être une petite polémique. Voilà, j'ai quand même mis tous les moments polémiques. Acerbi, quand il marche là sur le pied de Tonali, ça semble être délibéré. Et peut-être tu reviens dessus, tu mets un carton rouge. Je sais pas, moi, c'est dur à dire. Pour moi, c'est quand même des petits détails parce que l'AC Milan n'a pas fait assez de bonnes choses. Tonali, pour le coup, bien meilleur qu'à l'aller, j'ai trouvé. Ce ballon-là, il est intéressant dans l'interligne, dans cet intervalle-là, pour Olivier Giroud. Mais la déviation d'Olivier Giroud, elle est ratée. Lui aussi, je trouve qu'il a raté son match. Incompréhension avec Rafael Leao, et c'est encore un ballon perdu. Le secteur offensif a vraiment très très mal combiné. On le voit ici, incompréhension totale entre les deux gars. Et c'était difficile pour cette ligne offensive de l'AC Milan qui manquait cruellement de qualité, à l'image de Junior Messias, lui aussi qui réussit pas vraiment à prendre le dessus sur Çalhanoğlu. Et derrière son centre, il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Il y a Rafael Leao, il y a Giroud qui est en train de prendre le contrôle sur son vis-à-vis. Peut-être du jeu en appui. Ah, le centre, il va directement en 6 mètres. Il trouve personne. C'est un ballon en cloche totalement raté. Et voilà, Messias, comme on l'a dit, malheureusement pour lui, c'est pas qualité demi-finaliste de Ligue des Champions. Et sur le banc, l'AC Milan n'a pas vraiment d'armes. Quand on voit à l'heure de jeu 0-0, il y a encore 2 buts à marquer minimum pour aller en finale. Thio, petite crampe, remplacé par Kalulu. J'aime bien Kalulu, mais voilà, ton changement c'est Thio Kalulu parce que t'as pas vraiment beaucoup d'armes en plus. Alors que 3 minutes plus tard, bah, l'Inter fait entrer Gosens et Lukaku. Les deux qui sont sur le but.
Lukaku, voilà, c'est juste un autre niveau que par exemple quand ils font entrer Selmakers ou Origi quelques minutes plus tard. Raphaël Leao était très très bien maîtrisé. Encore une fois, ça c'est sa dernière vraie action du match par Acerbi qui lui met un peu une misère parce qu'il contrôle, il lit sa trajectoire, son dribble et en plus, contre favorable, 6 mètres, ouais, à l'image de son match. Et puis quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, l'Inter va marquer le but de la crucifixion. Robin Gosens sur Lautaro Martinez qui combine Gosens, Lukaku, la Lula de retour, véritablement de retour. Parce que ça continue à combiner dans la surface. Lautaro qui est trouvé, qui remet sur Lukaku, qui remet sur Lautaro. Double, 1-2, une passe D donc pour Lukaku. Extrêmement bon contrôle, super bon contrôle du pied gauche pour se l'amener dans le sens du but de Lautaro. Je trouvais que c'était vraiment top. Et la frappe pied gauche, bah voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir un pied faible. Qui n'est pas si faible que ça. Trompe Maignan au premier poteau. Pour le coup, qui n'est pas exemple de tout reproche, mais elle n'est pas dure, elle n'est pas facile, pardon, à sortir basse comme ça dans le petit angle. Elle est déviée, mais ça fait 1-0. Et cette image pour l'histoire, l'Inter est en finale de Ligue des Champions. Ça ne fait plus aucun doute. L'AC Milan doit marquer à 3 reprises en ayant été quasiment inexistant dans cette seconde mi-temps. Lukaku et Lautaro qui échangent un tir de sniper qui nous rappelle les belles heures de la saison 2020-2021. Et voilà, c'est ces soirées qui font des héros. C'est ces soirées de mai qui font rentrer des gars dans la légende de leur club. Lautaro, Barella, qui était très très bon, Di Marco, Dzeko. C'est des grands moments de foot, d'histoire du foot. Et l'Inter y est. L'Inter est au paradis, à une marche. Bah, je sais pas ce qu'il y a au-dessus du paradis, mais à une marche du bonheur éternel. On verra ça dans quelques jours. Pour l'AC Milan, comme on l'a dit, forcément, bah, t'es de retour en demi-finale de Ligue des Champions, mais tu sors de manière un peu traumatique. Et peu de chances de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, à part si les points sont enlevés à la Juve. Voilà, c'est forcément du coup une saison contrastée. Tout à l'heure, là, en fin d'après-midi, pardon, je faisais une vidéo sur quelle note donner à la saison du Barça. La note qu'on donnerait à la saison de l'AC Milan, ouais, du coup, elle serait difficile avec cette saison bizarre. Alors que l'Inter peut encore aller gagner 2 titres, Coupe d'Italie et la finale de Ligue des Champions pour laquelle ils sont officiellement qualifiés. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve demain soir pour l'analyse de City Real Madrid qui, je crois, va être assez sympathique. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à demain. Bisous.